Bonsoir, bienvenue pour cette soirée. On se réjouit de pouvoir partager ce moment avec vous. Notre objectif au travers de ces soirées, c'est vraiment de pouvoir aborder certains points de la vie et de pouvoir vraiment vivre ces temps sous des exhortations pour grandir, pour aller de l'avant avec Dieu, pour faire grandir certains domaines de nos vies. Et on avait vraiment à cœur de pouvoir tous les 15 jours vous proposer une exhortation d'environ 30 minutes qui vous permet d'aller plus loin. Ce soir, on a le privilège de pouvoir avoir avec nous Paul et Geneviève Marche. Paul et Geneviève sont engagés depuis de longues années à Jeunesse en Mission. Ils ont un ministère qui s'appelle Ressources pour la famille et qui a vraiment comme objectif d'aider les couples et d'aider les familles à grandir, à être solides. Leur cœur, c'est vraiment de voir les familles être solides en Dieu. Et on a envie vraiment de pouvoir entendre ce qu'ils ont à nous dire ce soir. C'est Paul qui va nous donner une exhortation vraiment sur comment faire grandir notre relation de couple, comment vivre une communication qui est saine. Alors, je vous encourage vraiment à pouvoir écouter cette exhortation et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. On est content d'avoir quelques minutes de partage et de poser certaines questions et particulièrement de pouvoir poser la question, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos couples? Comment est-ce qu'on peut planifier quelque chose pour que pendant les mois qui viennent, on a une amélioration au niveau de notre vie de couple, de notre expérience ensemble? Donc, nous sommes là, Paul Marche, Geneviève. Donc, nous avons 3 enfants qui sont grands, adultes, et puis 2 autres qu'on a un peu adoptés, qu'on a eu pendant des années à la maison. Ça ne fait pas de nous des pros, bien au contraire, mais quelques expériences au niveau du couple aussi. Ça fait notre 36e année de mariage, bientôt 37, et on a survécu. On a survécu au corona, on a survécu à notre mariage. Juste avant de venir, on a eu même un petit peu un conflit, mais un temps un peu tendu, mais on a survécu aussi à ça, donc tout est possible. Oui, ça nous arrive de temps à autre. Je crois que tout couple s'identifierait avec. Mais comment faire et comment considérer, pour ceux qui sont en couple maintenant, ou ceux qui considèrent d'être en couple, quelles sont les bonnes questions, quelles sont les bases que nous avons mises? Comment est-ce que tout ça a fonctionné? Et peut-être il y a quelque chose qu'on peut réviser et revenir un peu à la source pour voir. Il y a une étude qui a été faite par un certain Karl Pillener qui regardait effectivement 700 couples. La plupart, évidemment, de ces couples étaient plutôt âgés. Et voilà, il posait la question, quels sont les domaines qui parleraient, qui recommanderaient particulièrement pour les couples qui se marient aujourd'hui. Et finalement, il y a 5 qui sont venus. Et c'est instructif pour nous de regarder nos couples avec cette perspective-là. Donc, le premier, c'est tout simplement de bien connaître la personne que nous allons épouser. Alors, ça semble évident, mais en fait, c'est beaucoup moins évident que ça. Et franchement, je me rends compte que pour bien des couples, ils se marient un peu sur le feu, la flamme de la situation, dans l'émotion de ce qui se passe, sans vraiment se rendre compte de, pas uniquement qui est l'autre, mais qui est la famille de l'autre, comment est-ce que ça fonctionne, et comment est-ce que cette personne fonctionne dans des autres circonstances. On était dernièrement dans un groupe à l'autre côté de la Suisse pour enseigner. Il y avait une fille là qui disait, oui, voilà, mes parents, ils se sont mariés très vite. Elle a dit combien là? 6 mois. Oui, voilà, dans 6 mois, ils se sont connus, fréquentés, mariés, bouf. Et voilà, elle est venue assez rapidement après, je crois. Et elle dit, mais c'est faux. Je dis, mais ouais, on ne peut pas dire que c'est faux, hein? C'est pas possible. Apparemment, pour eux, ça a fonctionné. Mais c'est clair que pour bien des couples, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et une des raisons, effectivement, c'est cela, d'avancer trop vite dans l'émotion des choses sans tenir compte de qui est véritablement l'autre. Quelles sont les questions à poser?
Deuxièmement, ils disent il faut voir le mariage comme un engagement à long terme. Ça, ce n'est pas très politiquement correct aujourd'hui. Je ne sais plus maintenant exactement le dernier chiffre au niveau statistiquement de durée de mariage moyenne. De toute façon, c'est forcé par toutes sortes de choses, y compris des mariages en blanc, les deuxième, troisième mariages, etc. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde, en disant oui, qui franchement, après, le oui compte comme oui et pas comme oui, mais je ne sais plus. Et le conseil, c'est de dire, mais voilà, une fois engagé, on est engagé. Une fois ensemble, on est ensemble. Il y a un moment que nous ne sommes pas un couple engagé marié, et après, un moment, on en est. Et à ce moment-là, toute autre question devient secondaire. Le moment que nos doutes sont là, et on laisse planer cette idée de dire, oh, est-ce que je fais ou je ne fais pas, ça devient difficile. Troisième, il faut apprendre à travailler en équipe. Bon, on a rigolé l'autre jour parce que voilà, on a parlé tous ces derniers temps, on dit voilà, on fait du télétravail. Moi, je dis mais c'est simple, c'est un jeune, elle travaille et moi je regarde la télé. C'est tout bon. Mais c'est clair qu'en équipe, on prenne certaines habitudes, n'est-ce pas? Moi, je fais certaines choses, toi, tu fais certaines choses, et quelque part, on le fait sans forcément consulter. Cette idée de dire, voilà, comment est-ce que nous pouvons, ensemble, faire quelque chose où il y a une synergie, ça, c'est vraiment à apprendre. Et nous, franchement, après toutes ces années de mariage, je crois qu'on a encore à apprendre, dans certains domaines, d'améliorer notre synergie, n'est-ce pas? Tu penses à un exemple? Tu allais penser à un exemple. Bon. C'est clair que c'est un travail à voir. Quatrièmement, et ça c'est peut-être un peu curieux aussi, parce que souvent on pense le contraire, choisir quelqu'un qui est semblable à nous. Nos points en commun nous relient beaucoup plus que nos points complémentaires. Oui, c'est clair que bien souvent, on trouve quelqu'un qui est assez social, qui se marie avec quelqu'un qui ne dit pas grand-chose. On se trouve quelqu'un qui est très pratique, qui s'est marié avec quelqu'un qui n'est pas du tout. Voilà, nos complémentarités existent. Mais au niveau de nos valeurs de base, nos manières de voir la vie, les choses qui nous semblent importantes, les choix que nous allons faire à cause de ça, il faut quand même quelqu'un qui est semblable à nous. Sinon, ça joue difficilement. Une des choses qui est compliquée souvent pour les couples, c'est la question des finances. Comment est-ce qu'on gère nos finances? Quelles sont les décisions que nous allons prendre? Comment est-ce qu'on donne notre argent? On dépense sur quoi? On fait des réserves ou on ne fait pas de réserves? Il faut quand même une certaine similarité au niveau de nos valeurs dans ce sens-là. Sinon, un va dépenser tout ce que l'autre veut garder et ça ne va pas. Donc, cette idée de dire harmoniser nos valeurs de base, les reconsidérer, les mettre en évidence. Et finalement, et c'est souvent dit, on a besoin d'apprendre à trouver les bons moments pour communiquer. Et ça, ce n'est pas toujours simple non plus. Le moment qui est propice pour moi pour dire quelque chose n'est pas toujours le même pour Geneviève. Peut-être elle va décider, et parfois c'est comme ça, dernier moment le soir, il y a une idée qui vient, voilà, on parle de ça, et moi je ne peux plus parler à ce moment-là. Il ne peut plus parler parce qu'il dort déjà. Donc, il faut trouver ces moments. Comment améliorer notre communication? Regardons ensemble cette même question qui a été posée par la Coop d'ailleurs, dans une petite vidéo dont des passants répondent à la question, voilà, comment assurer une longévité dans notre couple? Savoir faire des concessions et puis avoir des bonnes pensées tous les jours. Dire tout ce qu'on a sur le cœur, pas attendre que ce soit trop tard. Et puis la transparence, je pense que c'est pas mal. C'est de s'aimer, de s'écouter, de se surprendre. Je pense que c'est la compréhension, le partage. La fidélité. Et aussi la
la confiance entre les couples. De faire en sorte que tous les jours c'est la Saint-Valentin plutôt qu'une fois par an. Qu'est-ce que vous offrez pour la Saint-Valentin? Des roses. On va au restaurant et puis on passe un petit moment ensemble. Bon, cette année, on ne sait pas comment ça va se passer, on a un bébé. Si j'ai envie d'offrir, j'offre tout le temps, mais faut pas attendre Saint-Valentin pour offrir. De l'amour. Rien. Moi. Un petit cadeau au souper, un truc comme ça, une activité, un truc un peu spécial comme ça. Rien. C'est vite vu. Alors, je trouve que sur ces 5 domaines que nous avons parlé, c'est très bien de revenir et dire, voilà, quels sont les domaines qui fonctionnent pour nous et où est-ce que finalement on a besoin encore de travailler ces choses. Nous pensons en se mariant, et souvent on vit avec cette idée en étant marié, que c'est une question émotionnelle. Voilà, on tombe amoureux. On ne sait pas pourquoi on tombe pour quelqu'un. Mais si ce n'était pas vrai, si en fait l'amour est autre chose, et si finalement nos sentiments étaient plutôt capables de suivre nos actions au lieu de faire le contraire. C'était le philosophe William James qui a proposé cette idée. On disait, mais voilà, si tu veux devenir quelque chose, il faut commencer à agir comme si tu étais déjà dans cette situation. Quelqu'un avait dit, mais voilà, il faut s'habiller comme si tu es la personne que tu veux être. Et comme ça, tu deviens cet individu. Alors, il y avait 2 garçons qui parlaient de ça. Et l'un disait, mais moi, là, je mets un costard, cravate chaque jour pour l'école parce que moi, je vais devenir banquier. Parce qu'il faut s'habiller comme tu aimerais devenir. Et l'autre, il dit, ah oui, c'est marrant ça, mais je ne sais pas comment faire parce que moi, j'aimerais devenir astronaute. Comment faire? Mais si nos actions déterminent nos sentiments, si je fais une action et je suis gentil avec quelqu'un, je suis généreux avec quelqu'un, j'agis quelque part comme si je suis engagé à cet individu, est-ce que mes émotions vont suivre mes actions? La réponse est oui. Si je force mon visage à sourire, mes émotions vont suivre l'action physique de ce que je fais. Donc, c'est très important d'agir de manière claire. Nous avons été enseignés que nos émotions étaient quelque part maîtres de nous. Il y a plusieurs émotions que nous expérimentons dans nos vies de couple. Aujourd'hui, on nomme 4 émotions de base. On commençait il y a quelques années avec plus. La liste a augmenté. Aujourd'hui, c'est réduit. Mais on nomme principalement le fait d'être heureux, d'être joyeux, ou le fait d'être triste. Ce sont des émotions qu'on peut identifier et nous pouvons voir sur quelqu'un d'autre. Mais on nomme aussi le fait d'être effrayé ou d'être surpris. Parfois, on confond ces deux. On ne peut pas toujours différencier quelqu'un surpris par joie et quelqu'un qui est effrayé. On peut confondre. Et aussi la question d'être dégoûté ou d'être en colère. Ce sont des émotions qu'on lit sur le visage de quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? On tombe amoureux. C'est vrai? Alors, je pouvais vous parler un peu plus longtemps de ça. Mais si nous regardons l'amour et on dit, mais finalement, c'est une suite d'une certaine action où on est envahi par un sentiment d'espoir. On tombe plutôt sur une attaque aiguë d'espoir. Et c'est ça qui génère ce qu'on appelle l'amour en nous. C'est Paul Tillich qui nous dit le premier devoir de l'amour est l'écoute. Et c'est là qu'on revient à notre valeur de communication. Est-ce qu'on sait parler
ou est-ce qu'on sait écouter? Franchement, c'est dur d'écouter. C'est dur de mettre de côté notre point de vue, nos idées, notre argument et de dire « Ok, je me consacre à comprendre l'autre ». Ça, c'est difficile. Ça prend du temps. C'est une discipline, mais c'est une vraie preuve d'amour, n'est-ce pas? Le fait de donner est un choix qui est une action. Si je donne quelque chose à quelqu'un, je peux le faire sans avoir le moins d'émotion, mais je peux le faire par simple choix. J'avais un couple en suivi il y a un certain temps où ils passaient par une période difficile. Et c'était clair et évident que le fait de recevoir quelque chose pour elle était important. On aime tous, la plupart du temps, recevoir quelque chose. Si toi, tu reçois quelque chose, tu es content, n'est-ce pas? Voilà. Alors, elle aussi. Le mari, il n'était pas trop conscient de ça. Je lui ai dit, mais voilà, tu vas à la Migros, tu prends un carton, tu achètes une vingtaine de choses différentes que tu peux donner, tu mets dans le carton tous les jours, tu sors quelque chose comme cadeau. C'est pas compliqué, tu n'as pas besoin d'aller au magasin tous les jours. Je lui explique ça en présence de sa femme. Donc il va à la Migros, ou quelque part, peut-être c'était à la Coop, qui sait. Il achète des choses. Tous les jours, il sort quelque chose. Ils reviennent, ce couple, en entretien. Et je pose la question à la dame, en sachant que lui, il l'a fait. Je pose, mais comment tu as vécu ça? Que chaque jour, il t'a donné quelque chose. Et elle m'a dit, oh, c'était merveilleux. Tout ça en sachant qu'il était bêtement avec un carton, acheté une vingtaine de choses et les sorti sans avoir forcément une émotion derrière, mais un choix. Mais le fait de faire ce choix donne l'occasion de l'émotion de suivre ce choix. C'est possible de retomber amoureux tout simplement en vivant, en donnant, en faisant des actions conformes à ça. C'est Yves Dallaire qui dit le suivant. Les membres de couple heureux ont décidé d'être heureux plutôt que de chercher à avoir raison sur l'autre. Est-ce que les hommes et les femmes, dans ce sens, sont égaux? Ils sont bien différents, n'est-ce pas? Pour tous ceux qu'on aimerait dire dans certains domaines sur l'importance de l'égalité de valeur, dans des autres domaines, on reconnaît facilement qu'il y a des différences importantes, significatives. Et un homme et une femme ont probablement pas la même manière de voir toute cette question d'être amoureux ou d'être en compagnie. Ils regardent l'amitié autrement. Ils regardent les actions, la manière de faire autrement. Quelqu'un que, je ne sais pas qui l'a dit, hein, c'est une citation anonyme que j'ai trouvée, dit que la femme idéale pour l'homme est une colombe qui a les qualités d'une fourmi. Et l'homme idéal pour la femme est un lion avec la patience de l'agneau. C'est une jolie citation. Dans le livre d'Éphésiens, on lit une toute petite instruction au niveau des hommes et des femmes qui reconnaît facilement ces différences. Donc, et Paul il dit dans ce texte, il dit voilà, les femmes ils devraient quelque chose et les hommes aussi ils doivent quelque chose d'autre. Ils n'utilisent pas les mêmes termes. Ils ne donnent pas les mêmes instructions à chacun. Elles sont différentes. On pouvait explorer ce concept beaucoup plus. Mais je donnerai tout simplement un seul aspect de ça que je trouve pertinent. C'est que pour l'homme, pour une femme d'être amoureuse d'un homme, il faut que l'homme il soit fort.
pas forcément fort physiquement, mais voilà, ça peut aider aussi, c'est bien. Mais surtout fort au niveau de ce qu'il pense, au niveau de ce qu'il croit, au niveau de ce qu'il veut accomplir. Il faut qu'il y ait quelque chose de déterminé là derrière. Ça, pour une femme, c'est attirant. Mais d'être fort seulement est largement pas assez. Il faut qu'il ne soit pas uniquement fort, mais aussi gentil. Ça, c'est une qualité recherchée. Un homme qui est capable de démontrer de la gentillesse, ça, c'est un homme de valeur pour une femme. Mais une femme, pour être intéressante pour un homme, ces mêmes qualités ne marchent pas de la même façon. Une femme, elle doit être plutôt vue comme attentive. Quelqu'un qui est remarqué que l'autre est là. Vous savez, les hommes, on est très souvent avec une image particulièrement négative, découragée de nous-mêmes. On parle de ces hommes gonflés, mais à l'intérieur de l'homme gonflé, c'est un homme qui doute de lui-même. Donc une femme qui est attentive, ça parle à cet besoin profond à l'intérieur de l'homme. Mais autant en étant attentif, c'est important d'être encourageant. L'homme qui trouve une femme qui encourage, c'est un homme qui trouve quelqu'un de précieux. Je suis entretenu avec beaucoup d'hommes et des femmes dans mon bureau. J'ai encore à trouver l'homme qui vient et qui me dit « Ah oui, mais j'aime beaucoup quand ma femme me critique. » Ils ne disent pas ça. Ils sont contents d'être encouragés. Et c'est important de trouver une façon d'encourager. Donc les hommes et les femmes, ils ont des dictionnaires différents. Ils utilisent des mots d'autres manières. Derrière ce qu'ils disent, ce n'est pas toujours la même chose. La compréhension est autre. Pour autant, il faut écouter pour essayer de comprendre ce qui est dit. Et parfois, on ne comprend pas. Parfois, on se rend compte que c'est juste un peu trop, mais on peut croire que c'est comme ça que l'autre réfléchit et pense. Les hommes, souvent, ils restent un peu soumis à des situations. C'est curieux que Paul il donne l'instruction aux femmes d'être soumis, mais pas aux hommes. Mais la plupart du temps, quand je regarde les couples, sont les hommes qui sont le plus facilement soumis. Ils ont largement tendance à faire ce que leur femme lui dit de faire. Il y a une petite histoire des hommes qui montent au ciel, peut-être vous le connaissez, où ils vont, il y a deux portes là. Il y a un qui dit, voilà, les hommes qui étaient menés par le bout du nez, et une autre porte qui dit, voilà, les hommes indépendants. Et il y a un grand fil d'hommes qui est devant cette porte-là, menée par le bout du nez. Et sur l'autre porte, il n'y a qu'un homme qui se détient, l'homme indépendant. Et le Saint-Pierre, il ouvre les portes. On dit toujours que ça se passe comme ça au ciel. Je ne sais pas si ça se passe comme ça. Il ouvre les portes. Il voit l'homme seul qui est là. Il va vers lui, il dit, mais toi, tu fais quoi là? L'homme dit, mais écoute, je ne sais pas, mais c'est ma femme qui m'a dit de me mettre là. Les hommes, forts, mais gentils. Les femmes, encourageants et attentifs. C'est comme ça qu'Éphésiens commence à décrire ces différences entre hommes et femmes. Alors, je vous propose de regarder votre vie de couple et de dire, mais voilà, est-ce que je peux identifier quelque chose que l'autre a fait qui m'a fait sentir aimé? C'était quoi? C'était une parole? C'était un cadeau? C'était une attention? C'est quelque chose de régulier? Qu'est-ce qu'on identifie? Et deuxième question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pour nous qui était peut-être le plus important dans notre mariage?
c'est quoi qui a fait que finalement on est resté ensemble, qui a soutenu notre engagement? Alors je vais mettre ici devant vous une petite liste des termes. Vous pouvez regarder cette liste des différentes terminologies et de dire, mais voilà, regardons, est-ce qu'il y a 2 ou 3 de ces mots où je dirais que, ah voilà, sont des termes que j'identifie au niveau de notre conjoint. Elle ou lui, elle est comme ça. Et c'est bien de regarder cette liste et de sortir. Peut-être prenez note. Notez 2 ou 3 mots parce que l'autre est souvent inconscient de la manière que nous, on les regarde. On a une certaine perspective et pour l'autre, c'est un mystère. Peut-être ils font des choses tout à fait naturellement qui nous touchent, mais eux, ils ne sont pas conscients. Et de temps à autre, c'est très bien de pouvoir les identifier et les souligner et de dire, mais voilà, c'est ça qui me touche. Ce sont ces choses-là qui, pour moi, sont importantes. Et peut-être de dire de nouveau quelle a été la chose, l'attitude qui a été le plus important dans toutes ces années de mariage, ce qu'on a vraiment apprécié le plus. C'est Laura Doyle qui nous explique le principe suivant. Elle dit, voilà, moins que vous communiquez vos reproches, vos pensées négatives et vos critiques à votre partenaire, meilleure sera votre intimité et plus solide votre couple. Vous savez comment c'est. Les choses vont mal. Et dans ces moments-là, c'est très simple de sortir un mot négatif, critique, destructeur. Mais ces mots-là pèsent beaucoup. Comment gérer notre frustration? Comment gérer notre colère? Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la question de gestion de colère. Il y a pas mal de réponses que nous pouvons mettre là derrière. Mais une des choses qui est dit en étant important, c'est effectivement d'avoir la maîtrise de soi, de ne pas dire quelque chose tout de suite. Il faut le dire avec réflexion. Il faut tourner la langue dans notre bouche un certain nombre de fois pour donner le temps de ne pas dire ce qu'on aurait dit autrement. Le fait de se contrôler et de ne pas dire quelque chose que nous allons regretter après, ça, c'est important. Et finalement, dans nos mariages, il y a des domaines que nous pouvons changer et des domaines qu'on ne peut pas changer. Un des aspects qui était évoqué par cette étude Pillman au départ, c'était le fait de ne pas entrer dans le mariage avec l'idée que nous allons changer notre partenaire. Mais malgré le fait que nous ne pouvons pas les changer, nous changeons. Avec les années, avec l'âge, différentes choses changent dans notre manière d'être, dans notre comportement. Et ça peut être compliqué pour nous. Donc il faut évaluer et de dire dans notre couple, voilà, quelles sont les choses que nous pouvons changer et quelles sont les choses que sont impossibles de changer. Il faut apprendre à vivre avec. Cette idée-là nous aide à ne pas dépenser de l'énergie inutilement sur quelque chose que finalement, on ne va jamais améliorer et on va toujours faire face à. Mais d'identifier ce qu'on peut changer et de travailler à ça, ça porte beaucoup de fruits. Et voilà, il y a une petite liste nouveau des possibilités. J'ai mis cette liste, ce n'est pas exhaustive, on peut ajouter à cette liste, peut-être certaines choses ne s'appliquent pas à nous, mais ça donne des idées. Et peut-être il y a certaines choses qu'on peut dire, mais voilà, on peut changer ça. Je peux décider de changer la manière que je range mes chaussures. Je peux décider
de changer l'ordre dans lequel je fais certaines choses dans la journée. Je peux changer en arrivant à la maison de saluer d'abord ma femme et pas le chien. Bon, on n'a pas de chien. Mais pour dire qu'il y a des choses que nous pouvons facilement, avec un peu d'effort, changer. C'est possible de changer la manière qu'on dépense de l'argent. Certaines choses qu'on n'a fait par habitude, on peut les changer. Même certaines choses qu'on m'imagine comme très difficiles, qui sont des habitudes, qui sont vraiment très ancrées en nous. Et on pense par exemple comme des questions de manger, ou même de fumer, ou des choses qui sont vraiment difficiles à changer. Même ces choses-là, on peut, avec de l'effort, changer nos habitudes. Et c'est bien de les identifier. En plus de pouvoir identifier ensemble quelque chose et de se mettre ensemble pour évaluer et déterminer comment changer, ça porte du fruit. Comme ça, l'ennemi devient commun entre nous. Ce n'est pas l'un ou l'autre qui est l'ennemi. Je reviens sur une citation d'Allaire qui dit « Certains couples sont heureux le temps de la séduction et de la lune de miel, d'autres restent à plus long terme parce qu'ils ont su surmonter les crises et les conflits inévitables de la vie à deux. » Surmonter les crises et les conflits inévitables de la vie à deux. On a besoin de surmonter ces crises, n'est-ce pas? L'importance de laisser l'autre nous influencer, d'essayer de le faire de leur façon, d'abandonner notre manière de faire, de prendre le temps de bien écouter et d'essayer de bien comprendre, d'être prêt à se mettre dans une situation peut-être qui n'est pas complètement confortable pour nous. Ici sont les choses qui changent nos vies de couple. Comme dit Jacques Salomé, c'est le vrai défi du couple, de rester ensemble, mais de rester soi-même. Comme être authentique, à l'écoute, sensible, capable d'identifier et d'être flexible, mais d'être vraiment nous au même temps et de ne pas abandonner ça. Comment faire? Comment vous allez faire pour que dans ces prochaines quelques semaines ou quelques mois, vous changez quelque chose qui va faire une différence importante dans votre couple? Ça va être quoi? Je vous laisse. Nous vous laissons avec ce pensée. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Geneviève, pour cet encouragement. Voilà, je crois qu'il y a juste des choses qu'on peut mettre en pratique dans nos vies de couple, dans nos familles. Et je vous encourage à ces prochains jours tester un peu ce que Paul a proposé, cheminer dans cette réflexion et vous dire, OK, comment est-ce que je peux grandir, comment je peux aller plus loin dans mon couple, dans mes relations, dans ma communication en tant que couple. On vous donne rendez-vous dimanche pour notre célébration live, dimanche à 10h. On aura la célébration avec Didier Sen. On se réjouit d'entendre ce que Didier a sur son cœur. C'est en lien avec tout le domaine des rêves, comment Dieu nous parle au travers des rêves. Et je vous encourage à être avec nous à 10h. Et puis mercredi prochain, on aura une soirée de prière à 20h en live. Donc là aussi, on vous encourage à vous connecter avec nous, à pouvoir participer à cette soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine.